Bonjour à tous. Donc bonjour à tous, à toutes et tous et bienvenue à la conférence, Réforme territoriale de l'État, impact et perspectives pour le logement accompagné, donc qui a lieu aujourd'hui dans le cadre de la semaine, du logement accompagné qui est organisée, par l'UNAFO. Donc moi je suis Pauline Lebeau, je suis chargée de mission animation du réseau à l'UNAFO. Et donc comme, vous le savez, l'UNAFO organise cette semaine la semaine du logement accompagné et propose, une vingtaine de conférences et d'ateliers, sur des thématiques liées au logement accompagné. Donc elles sont organisées en digital toutes les matinées de cette semaine. Le programme est en ligne et vous pouvez toujours, vous y inscrire. Donc on est ensemble aujourd'hui, jusqu'à midi, donc à peu près pendant 1 heure pour échanger sur les récentes réformes de l'organisation, territoriale des services de l'État et sur les impacts, sur notre secteur. Donc juste avant de démarrer, très concrètement, je vous donnerai quelques conseils techniques, pour le bon déroulé de l'atelier. Donc pour les participants, vos micros et vos caméras sont tous coupés, automatiquement. Vous avez un chat qui est à votre disposition pour réagir ou poser des questions. On essaiera d'y répondre ou voilà, de partager vos réactions. Si vous avez des problèmes techniques de son ou de connexion, il y a un chat qui est dédié sur la page du programme sur le site de la semaine. En bas à droite, vous avez un petit onglet. Donc n'hésitez pas à vous y connecter, pour régler vos problèmes, techniques. Et puis on vous proposera à la fin un temps d'échange, à la suite des interventions. Donc si vous souhaitez intervenir, partager une expérience ou poser une question, il vous suffira de lever la petite main, d'actionner votre micro et votre caméra une fois qu'on vous donnera la parole. Donc voilà pour les petites considérations, techniques. Donc vous le savez, sûrement, cette dernière année a été le théâtre de nombreuses évolutions, pour les politiques publiques de l'hébergement et du logement, avec notamment, le rôle réaffirmé de la DIAL dans la mise en œuvre de ces politiques, avec la création du service public aussi de la rue au logement et puis la réorganisation, récente des services territoriaux de l'État et la création des DRETS et des DETS. Donc ces évolutions ont clairement pour objectif de regrouper les compétences, de favoriser, une vraie dynamique, interministérielle portée par la DIAL et puis aussi de mettre en cohérence, les échelons territoriaux et la mise en œuvre des politiques publiques et puis c'est aussi un moyen de réaffirmer le rôle de l'ensemble des acteurs publics et privés, dont certains de nos adhérents font partie, pour la mise en œuvre, de la stratégie pauvreté et pour, l'insertion, des publics, en ayant besoin. Donc aujourd'hui, on accueille, avec plaisir trois intervenants, qui vont apporter leur témoignage et leur point de vue. Donc ces 3 acteurs institutionnels et associatifs qui sont situés à des échelons, territoriaux différents, et qui vont donc nous apporter un éclairage, sur ces réformes, sur ces modalités, mais aussi sur ses conséquences et sur les perspectives, que ces évolutions pourront amener pour, le champ, du logement accompagné. Donc pour échanger, avec nous ce matin, j'ai donc, le plaisir d'accueillir Léopold Carbonel, Manuel Hénin et Olivier Renaud. Donc je les présenterai au fur et à mesure, des prises de parole. Donc pour commencer, je vais donner la parole à Manuel Hénin, rapidement, qui va pouvoir, poser le cadre de cet atelier. Donc Manuel Hénin, vous êtes directeur de la mission accompagnement, parcours et accès au logement à la DIAL, donc qui est la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement. Donc vous représentez aujourd'hui la DIAL, qui a vu son rôle dernièrement renforcé, avec l'octroi de plusieurs compétences, et le pilotage et la mise en œuvre de la politique publique en matière d'hébergement et de logement. Donc est-ce que rapidement vous pouvez nous redonner, le contexte et les grandes lignes, de ces réformes, de ces évolutions, qu'elles soient au niveau, de l'administration centrale ou territoriale? Bonjour à tous, merci Pauline. Effectivement, je vais le faire très rapidement. Vous avez déjà dit finalement l'essentiel des enjeux. Depuis le début de l'année 2021, la DIAL effectivement concentre un certain nombre de compétences autour de la question du pilotage de la politique de lutte contre le sans-abrisme, de la rue au logement finalement, comme le nom de sa public l'indique, tous les dispositifs, le pilotage des dispositifs de veille sociale, d'hébergement, de logement accompagné, y compris de résidence sociale, et bien sûr le programme budgétaire afférent, le programme 177, qui n'est pas un mince programme, on pourra en reparler,
Donc, l'ensemble de ces compétences qui étaient auparavant réparties alors majoritairement à la DGCS, à la DIAL et puis un petit peu à la DHUP, la Direction de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Paysages, ont été réunies donc, au sein de la DIAL, au sein du ministère du Logement aussi, puisqu'avant c'était donc dans des directions qui étaient affiliées à différents ministères, de manière à disposer d'une direction dédiée à cette politique publique et qui peut voilà, avoir une force d'action renforcée et pour apporter un meilleur service à l'ensemble de nos clients, si je puis dire, les services déconcentrés de l'État, les associations, bien sûr, les bailleurs, les collectivités territoriales. Voilà. Donc, dans une logique de service, je dois dire que c'est finalement assez rare quand on regarde dans le paysage administratif, en tout cas, son administration centrale, d'avoir une direction vraiment dédiée à une politique publique de manière aussi ciblée. C'est assez particulier, mais c'est finalement un contexte qui est assez porteur pour notre politique publique. Donc ça, c'est le cadre d'action. Et puis, bien sûr, notre stratégie, elle est inchangée. C'est toujours le logement d'abord. Et bien sûr, avec les exigences de mise à l'abri inconditionnelle et immédiate qui vont de pair. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus, mais on aura l'occasion peut-être de parler des impacts. Merci, oui, effectivement, on reviendra après, l'intervention de Léopold Carbonel sur, les impacts, pour notre secteur. Justement, Léopold Carbonel, donc vous êtes, directeur adjoint en charge du pôle inclusion et solidarité à la DRETS-PACA, donc qui est la direction régionale, de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Donc vous représentez, effectivement l'État au niveau régional. Donc vous êtes un service déconcentré de l'État qui a été justement nouvellement créé, en avril à la suite des fusions des DRJSCS et des Directs. Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer un peu, enfin nous exposer votre point de vue et puis peut-être nous expliquer un peu cette réforme, au niveau des services déconcentrés de l'État et puis nous donner effectivement votre point de vue sur, les forces et les faiblesses, de cette réforme et puis aussi pour les opportunités que vous y voyez pour nos adhérents et aussi plus généralement pour les acteurs de notre secteur. Merci Pauline, bonjour à toutes et tous, merci de cette invitation, de cette initiative. Brièvement, donc la création des DRETS et des DETS, c'est le fruit d'un long chemin donc administratif hein, qui a duré plusieurs mois. C'est vraiment le fruit, vous le savez, d'une finalité principale, hein, c'est de approcher les compétences de l'État en matière d'accompagnement social et professionnel des populations les plus vulnérables. Ce rapprochement des moyens, il a une finalité principale, c'est de construire des parcours d'accompagnement qui soient les plus complets. On parle beaucoup d'accompagnement global des personnes aujourd'hui qui permettent à la fois de permettre un accès au droit, un accès à l'emploi, un accès au logement, un accès à l'autonomie. Il n'y a pas d'originalité, je pense, dans les finalités qui sont suivies, mais en tout état de cause, il y a vraiment le souhait d'avoir un réseau territorial plus fort, parce que rassemblé à la fois côté emploi et côté cohésion. Alors, on a maintenant 9 mois d'existence, donc c'est assez récent. On n'a pas très clairement sur ces derniers mois, on a eu beaucoup de politiques publiques à mener, hein, évidemment, celles liées à la crise sanitaire et leur impact sur les publics, le plan de relance, le plan de jeunes solutions, les différents services publics qu'on nous demande de mettre en place. Donc, on a eu, on va dire, un peu une pluie de commandes hein, sur le sujet, mais c'est normal. Notre nouveau réseau est un peu au cœur de la réponse à la crise hein, qui a eu lieu ces derniers mois. Alors, en termes de bilan, quelques impressions, hein, mais elles sont assez subjectives, donc elles ne valent évidemment que pour ce que je vais dire. En termes de force, c'est vrai qu'on peut prendre appui quand même sur quelques points d'appui qui me semblent intéressants.
Le premier, c'est on a des leviers d'intervention financiers qui sont quand même assez considérables. Rien que pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, quand on fait masse des budgets d'intervention de l'État en matière sociale et aussi en matière d'emploi, c'est à peu près 500 millions d'euros par an sur une région qui sont mis au profit des partenaires et des publics, ce qui est quand même très très lourd, très puissant. L'autre grande force, c'est évidemment le réseau. L'État, c'est un réseau qui part du national jusqu'au sous-préfet dans les arrondissements. Et quand on le dit, c'est pas complètement neutre parce que au cœur de ce réacteur, il y a nos relations très étroites avec la centrale. Hein. On est en lien très très étroit et très en confiance avec la DIAL. On est en animation de réseau avec nos directions départementales. Et c'est vrai que c'est un réseau qu'il faut animer, mais qui est aussi puissant parce qu'il est en réseau. Et puis le troisième point, c'est qu'on a des équipes pluridisciplinaires. Il y a des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, il y a des attachés d'administration, des inspecteurs du travail, il y a des secrétaires administratifs. Et tout ça, ce sont des équipes qui mettent en œuvre des compétences plurielles au service des publics. On a quelques faiblesses quand même malgré tout. Il faut aussi en tenir compte. La première, c'est qu'on a beaucoup de commanditaires. Contrairement à ce que vient de dire Manuel sur la DIAL, qui a la chance d'avoir une seule politique publique. Alors, elle est très compliquée, cette politique publique-là, mais il n'y en a qu'une. Nous, on en a plein. On a presque 7 directions d'administration centrale, rien que dans la sphère sociale, ce qui est une richesse, mais ce qui est aussi une source de complexité à certains moments. Et puis la deuxième faiblesse que je vois très vite, c'est qu'on a eu quand même ces derniers mois, ces dernières années de grands impératifs de gestion. On a beaucoup de reporting, c'est le prix à payer avec des crédits d'intervention qui sont lourds, qui sont importants. Et c'est vrai que enjeu de gestion ont parfois pris le pas sur notre capacité d'ingénierie sociale territoriale, qui est notre métier en fait. Notre métier, c'est l'animation territoriale des politiques. Et force est de constater qu'on a de moins en moins de temps et parfois aussi de compétences pour les mettre en place au niveau local. Alors, il y a évidemment des opportunités à cette réforme pour les acteurs que vous êtes. D'abord, la première opportunité, c'est de construire des parcours qui soient plus intenses, plus forts, plus puissants pour les publics. L'enjeu, c'est d'aller de la rue au logement, mais aussi du logement à l'emploi. Pour le coup, on a des vrais leviers, le service public de l'insertion et de l'emploi, le service public de la rue au logement, bien évidemment. Il faut qu'on articule tout ça, ça se construit sur le terrain avec des acteurs, c'est pas simple. Mais c'est une vraie opportunité. Puis il y a une vraie opportunité pour avoir de nouveaux partenariats. Moi, je travaille dans le social depuis très longtemps. Je n'ai pas eu l'occasion jusqu'à présent, c'est un constat, de travailler de manière très étroite avec le service public de l'emploi ou avec les entreprises. Donc, je pense que là, il y a un vrai enjeu et il y a une vraie opportunité pour les acteurs aussi de renforcer nos liens avec les acteurs du monde économique et du champ de l'emploi. Alors, il y a des menaces quand même, j'en citerai une seule, mais elle me tient à cœur. Bien évidemment, l'action de l'État en faveur des plus vulnérables, elle ne doit pas avoir comme seule finalité l'accès à l'emploi. On a des populations qui sont parfois très éloignées, très vulnérables. On a évidemment la responsabilité de leur offrir un parcours d'insertion, mais aussi, il faut se le dire, pour certaines d'entre elles, la priorité d'intervention de l'État et des associations, ça va être des mesures de protection. Et je pense qu'il faut aussi l'avoir en tête parce que l'emploi, c'est important, mais ça n'est pas le sésame absolu pour toutes les situations. Et donc, je pense il faut l'avoir en tête et en termes de vigilance, c'est important de l'avoir. Voilà, en quelques mots, ce premier panorama.
Merci beaucoup, Léopold. On pourra effectivement revenir après sur vos propos. Je vous précise juste, hein, pour les participants, n'hésitez pas à poser des questions ou à réagir, dans le chat, si vous avez des réactions aux présentations des intervenants. Manuel, on va peut-être, revenir, vers vous pour, creuser un peu, enfin, en tout cas, aller un peu plus dans le détail des impacts et peut-être des perspectives, qu'on peut attendre de ces réformes, pour le secteur de l'hébergement-logement et puis peut-être plus particulièrement pour le secteur du logement accompagné, d'un point de vue de la DIAL? Oui, merci. Effectivement, je voulais revenir sur ces points et puis rebondir sur ce que disait Léopold, qui était très riche sur les grandes tendances aussi actuellement de l'action de l'État et de l'action publique. Je pense que, Léopold, tu mentionnais les divers services publics qui sont aujourd'hui voilà, en construction. Bon, évidemment, ils ne partent pas de zéro. On ne dit pas qu'on ne faisait rien avant, on ne dit pas qu'il n'y avait pas d'action publique, qu'il n'y avait pas de service public, mais par contre, on les formalise sous des termes assez particuliers, finalement, service public, qui sont des termes qui sont signifiants, qui renvoient, pour moi, à deux choses. La notion de service, c'est-à-dire la meilleure réponse possible aux besoins des personnes, et puis la notion de public, l'autre terme, et donc la meilleure utilisation ou allocation de l'argent public au service d'une réponse performance, d'une équité de réponse, etc. Donc, c'est assez intéressant de voir que côté service public de l'air et logement, service public de l'insertion et de l'emploi, on utilise ces termes et que voilà, ils réapparaissent de manière assez forte, avec probablement l'idée à la fois de réaffirmer le rôle de l'État dans la place de l'État dans ses politiques publiques et la volonté d'apporter un service qui soit performant, mais aussi probablement la notion derrière ça de responsabilité partagée. Responsabilité partagée avec les autres collectivités publiques, les collectivités territoriales, bien entendu, parce que ces sujets ils sont au croisement, à la convergence aussi des compétences légales des autres collectivités publiques et de l'État. Donc, les compétences, évidemment, en matière d'action sociale des départements ou des métropoles, les compétences en matière d'insertion professionnelle, les compétences en matière d'habitat, donc voilà, tous les échelons finalement administratifs, on a des compétences qui concourent à nos objectifs. Donc la notion de service public, déjà, elle embarque l'idée d'une responsabilité collective. Ça se traduit avec les collectivités, par exemple, par des processus de contractualisation qui se sont multipliés ces dernières années. Alors nous, on avait commencé avec les territoires de mise en œuvre accélérée du logement d'abord, mais il y a eu ensuite aussi pas mal de contractualisation ces dernières années sur l'accueil et l'intégration des réfugiés, sur la mise en œuvre de la stratégie pauvreté, sur les expérimentations de services publics de l'emploi. Enfin, voilà, il y a des choses qui se construisent autour de ça, c'est assez intéressant. Et puis, la notion de responsabilité partagée, elle est finalement très élargie, en tout cas dans notre perspective, dans notre vision à nous, elle est élargie à l'ensemble des acteurs qui mettent en œuvre les politiques publiques et qui reçoivent des financements publics pour ce faire. Et donc, finalement, en posant un cadre de service public de l'air et du logement, par exemple, on pose un objectif une vision qu'on veut être partagée par l'ensemble des acteurs qui interviennent et on veut bien montrer que chacun contribue à cette vision. Ce n'est pas uniquement une responsabilité de l'État. L'État a un certain nombre de rôles, y compris d'apporter les moyens de faire. Mais ensuite, la mise en œuvre, elle est une responsabilité partagée. Je pense que ces éléments, ils sont particulièrement importants, et ça a été rappelé par Léopold, dans le contexte de crise. Et ça a été très sensible à ce moment-là, finalement, la coopération, la co-construction de solutions pour des réponses innovantes, des réponses nouvelles, des réponses en urgence. Sur la notion d'interministérialité, je voulais aussi réagir parce que, effectivement, Léopold, tu disais que les DRED sont vraiment au croisement de beaucoup de politiques publiques et sont finalement concentrent des commandes de beaucoup de ministères et voilà, évidemment beaucoup d'enjeux très compliqués. Alors, moi, je disais tout à l'heure qu'au niveau central, effectivement, on a une politique publique, une administration dédiée.
c'est une chance, effectivement, je le concède, mais ça n'enlève rien à notre notion d'interministérialité, à notre mission d'interministérialité, ça c'est certain. C'est-à-dire que notre politique publique, elle se pense pas, elle se construit pas en silo, se met pas en œuvre en silo. Évidemment, on a une responsabilité au niveau central déjà de travailler l'interministérialité, la cohérence globale de nos politiques avec les autres ministères. Sur l'emploi et le logement, alors on le fait finalement en ce moment à travers un certain nombre de dispositifs pilotes autour de la mobilité géographique, autour de l'accompagnement intensif à l'insertion professionnelle dans le secteur de l'hébergement, par exemple, ou autour de la sortie des bidonvilles par l'emploi et le logement. Donc on a un certain nombre de choses comme ça. Évidemment, on a des travaux de fond, en particulier en ce moment avec le contrat d'engagement pour les jeunes sur les jeunes les plus précaires, donc sur à la fois un accompagnement vers l'emploi, le retour à l'emploi et vers le logement et la santé. Donc voilà, on n'a pas une politique publique en silo, mais effectivement, le fait est que les administrations centrales sont spécialisées et les administrations territoriales de l'État sont beaucoup plus polyvalentes, mais en tout cas concentrent les missions de mise en œuvre. Finalement, c'est vrai que c'est un rôle qui est très complexe, mais c'est finalement aussi une opportunité dans le sens où la territorialisation est au cœur de ces politiques. Les administrations centrales, elles ont plusieurs rôles. Elles ont évidemment le rôle de donner les moyens, négocier les moyens, organiser l'allocation des moyens. Ça, c'est un rôle qui est important. Elles ont des rôles d'outillage, des rôles d'appui, des rôles d'orientation stratégique peut-être, mais en tout cas, la territorialisation, nous, on l'a mis au cœur du logement d'abord depuis le début, avec, comme c'était dit, la mobilisation de l'ensemble des services déconcentrés de l'État et des formes de contractualisation, comme je disais tout à l'heure. Donc ça, c'est aussi une opportunité. Ça veut dire que ces politiques publiques, que ce soit les services publics de la rue logement, que ce soit les services publics de l'insertion et de l'emploi, ou toutes les politiques publiques, il y a des lieux de co-construction et d'expression des acteurs au niveau locaux, y compris de vous, acteurs du logement accompagné. Voilà, et ça se traduit par plein de groupes de travail, de séminaires, de discussions avec les services déconcentrés, de propositions aussi, de forces de proposition. Et la semaine du logement accompagné est l'un de ces moments d'échange et de proposition. Enfin, je voulais juste dire un mot sur l'une des tendances actuelles qu'on est en train d'essayer de construire et qui aura un impact probablement sur le logement accompagné, c'est la notion de pluriannualité, de projection dans l'avenir. Évidemment, on est sur un secteur logement accompagné qui n'est pas dans l'immédiateté absolue, contrairement peut-être au secteur de l'hébergement qui a une force, enfin une flexibilité qu'on a construite avec les opérateurs d'hébergement, mais une flexibilité très importante, capacité à ouvrir, à fermer, à s'adapter. Le logement accompagné, évidemment, on est sur des structures, on est sur un besoin de travailler des projets qui sont des projets parfois compliqués à monter, avec une dimension immobilière particulièrement importante, un projet qui s'incarne dans un lieu. Alors évidemment, l'hébergement s'incarne dans un lieu aussi, mais parfois le lieu est un peu plus contraint. Là, quand on monte un projet de logement accompagné, évidemment, on pense aussi l'espace au service du projet social. Donc ça, cet enjeu de donner de la visibilité et des capacités à faire dans le temps pour monter les projets, on y est évidemment très sensible. Vous savez qu'on a beaucoup porté ces 5 dernières années le plan pension de famille, donc on a tiré aussi pas mal d'enseignements. Mais la pluriannualité, en tout cas la projection et la visibilité pluriannuelle, elle doit se poursuivre pour vous permettre de monter au mieux vos projets. Comme je le disais, on a déjà eu un plan pluriannuel pension de famille, donc on n'est pas neuf sur le sujet et on ne découvre pas le sujet. Il y a eu des effets très positifs sur pension de famille, il y a eu une vraie dynamique. Il y a eu aussi des difficultés et ça, il faut qu'on travaille pour fluidifier les choses, les agréments, les validations de projets. Vous le savez, la ministre du Logement a publié une feuille de route pour le développement des résidences sociales. Donc, c'est une dynamique qu'on veut poursuivre pour les résidences sociales en général. Pardon. Merci, Manuel. Peut-être,
On va écouter le témoignage, d'Olivier Renaud, mais on pourra revenir peut-être après, Léopold, sur cette programmation justement pluriannuelle où je sais que les DRECS ont été aussi impliqués et certains de nos adhérents, sollicités dans ce cadre-là. Mais avant, je vais donner la parole à Olivier Renaud, donc qui est directeur général, de l'association Adélis, qui est adhérente à l'UNAFO et qui est présente sur le territoire de Loire-Atlantique. Mais, Olivier va peut-être présenter rapidement sa structure. Olivier, est-ce que vous pouvez, nous parler justement de ces évolutions, vous, en tant que gestionnaire de logement? Qu'est-ce que ça implique pour vous, très concrètement et puis pour les publics que vous logez? Et puis, voilà, qu'est-ce que ça change concrètement pour vos équipes, pour vos partenaires et cetera? Oui, donc merci, bonjour à tous et merci aussi de cette opportunité d'échanger sur un sujet qui traverse effectivement le volet concret des adhérents de l'UNAFO dans leur interaction régulière et j'allais dire permanente avec les services de l'État. C'est intéressant de voir ce que ça peut, les conséquences de ce que nos deux interlocuteurs disent à la fois au niveau national et au niveau régional. Adélis, en quelques mots, est depuis plus de 75 ans engagée sur le logement accompagné par l'intermédiaire en particulier des foyers de jeunes travailleurs, des résidences habitat jeunes, puisqu'on en gère une douzaine et on a une dizaine en construction actuellement. Depuis plusieurs années, on travaille aussi sur la réflexion du logement accompagné pour les seniors. Mais parallèlement, comme un certain nombre d'acteurs, comme nous, d'acteurs associatifs, nous sommes aussi engagés depuis 30 ans sur les questions de l'emploi, avec la médiation emploi, avec une entreprise de travail temporaire d'insertion, Insérim, sur le département de Loire-Atlantique et maintenant sur les départements limitrophes également. En deux mots, pour aborder, j'ai 4 points qui me semblent, en tout cas j'ai classé en 4 points, une petite remarque liminaire à la fin, mais 4 points. La première sur le fond, sur la lisibilité et la coordination souhaitée et impulsée par cette réforme. La deuxième, rapidement sur les modalités de mise en œuvre au quotidien. On verra que le recours à l'appel à projet et aux appels à manifestation se fait à tous les niveaux, y compris avec les collectivités locales. Parce que, voilà. On verra aussi l'importance du volet territorial de cette réforme avec la montée forte en puissance des DETS, qui sont les interlocuteurs assez directs, et en particulier avec les EPCI sur les différents territoires. Et puis le quatrième point, mais je serai court sur chacun d'eux, c'est cette articulation habitat, logement, logement accompagné et emploi, le volet global, et de se dire dans le fond où on en est, en tout cas qu'est-ce qu'on perçoit nous comme opérateurs sur ce sujet-là. Donc sur la perception que Léopold et Emmanuel nous ont dit, on perçoit bien qu'il y a un souci de visibilité, il y a un souci de coordination. Aujourd'hui, je note que l'un comme l'autre souligne que c'est vraisemblablement encore au stade de l'enjeu pour eux comme pour nous d'articuler logement, logement accompagné, emploi et toutes ces politiques publiques, parce que ça ne se fait pas simplement en appuyant sur un bouton et en fusionnant des services. Et je crois qu'on le perçoit tous bien. Ce qu'on perçoit aussi sur le fond, c'est vraiment le souhait, et on le porte, on le partage, je le crois, tous les opérateurs dans ce domaine. L'objectif de fond, c'est d'améliorer la prise en compte des publics, et ça, c'est quelque chose qui nous est très cher dans le secteur associatif. Sur la notion de service public, et j'arriverai après assez naturellement sur les modalités, on est évidemment convaincu. En même temps, sur la réalité de la co-construction, elle est variable d'une politique publique à l'autre. Et nous, on sent bien que le secteur associatif, le secteur des gestionnaires est souvent le lieu d'innovation, souvent le lieu de la réflexion, souvent le lieu où on essaye de trouver des choses. Et c'est vrai qu'on partagera avec les services de l'État l'enjeu de coordonner beaucoup plus nos actions, de continuer à améliorer les choses et à avoir une perception plus globale, alors que souvent, on était dans des silos ou avec des lignes d'eau différentes quand on s'adresse au champ de l'emploi ou au champ du logement, alors qu'on voit bien que les deux s'articulent. On est un certain nombre d'acteurs, pour être très, très concret, dans le GCSMS SIAO du 44, à être engagés sur les deux champs, à travailler depuis des années sur les deux champs. Et donc à mutualiser beaucoup d'efforts et d'interactions avec les services de l'État au sein du GCSMS pour porter le SIAO. C'est le sens du service public de la rue au logement et
et un certain nombre d'autres déclinaisons. Mais la plupart d'entre nous, ou plusieurs d'entre nous en tout cas, sont aussi engagés sur la question du service public de l'insertion et les questions d'emploi. Donc, on voudrait vraiment pouvoir continuer à s'investir. On sent qu'il y a une réflexion commune. Sur la question des modalités, on le voit aussi, et plusieurs le disaient, j'entends aussi Léopold dire, on a été très pris par les enjeux de gestion des politiques publiques. On a quand même eu, au cours des dernières années, le sentiment, et pas qu'un sentiment, je pense, quand on le constate, d'une montée en charge progressive des appels à projets et des appels à manifestation à tous les niveaux et à tous les étages pour toutes les politiques publiques. C'est une charge tant pour les opérateurs comme nous, d'ingénierie, de nécessité de formalisation, de beaucoup de choses pour des concours dont régulièrement plusieurs d'entre nous ne les obtenons pas, donc c'est quand même lourd. Et c'est aussi une instruction lourde et forte pour les services de l'État dans la mise en œuvre de ces politiques publiques. On en est bien conscient, on les croise et on travaille avec eux, donc on voit bien ce qu'il en est. Et c'est vrai, y compris avec les collectivités locales. Donc, quand on parle de contractualisation, j'ai entendu plusieurs fois ce mot et je le partage avec Manuel, on a quand même un glissement d'une contractualisation qui a été longtemps, pendant des années, co-construite, travaillée. On mettait différents éléments dedans pour arriver à l'ECPOM, arriver à un certain nombre de choses, ce qui continue à se faire, a quand même un élargissement et un nombre de plus en plus important. C'est la perception qu'on en a, d'appel à projet, d'appel à manifestation, qui modifie sensiblement les modalités de construction. Et y compris, je peux le dire, sur l'appel à manifestation d'intérêt, sur l'accélération de la politique du logement d'abord, les collectivités elles-mêmes étaient mises en concurrence sur des appels à manifestation, des départements, des métropoles qui ont elles-mêmes répondu, ont essayé de faire valoir ça. Donc, on ne dit pas que c'est pas... Voilà, on se dit juste, ça questionne, il faut vraiment essayer de voir à certains stades et dans certaines modalités, est-ce qu'il n'y a pas lieu d'aller plus rapidement, de retravailler ensemble sur des contractualisations qui se construisent en plusieurs mois, plutôt qu'une mise en concurrence, des temps longs, des temps d'instruction, etc. Troisième point, et c'est peut-être la suite logique de ce que je viens d'évoquer sur ces modalités de faire pour déployer un service, les services publics qu'on évoque et qui sont sous-tendus, en tout cas dans cette fusion, c'est la montée en charge des dettes, et moi je la mettrais en relation avec, et elle nous semble en tout cas pertinente, alors ça a toujours été l'échelon départemental qui a été notre échelon immédiat d'interaction, mais là on sent qu'il y a une interaction qui se consolide, vraisemblablement, et en fait il est à mettre en lien avec l'évolution qu'il y a eu avec la mise en place obligatoire de toutes les EPCI, les communautés de communes, communautés d'agglomération, métropoles, etc., depuis 2016, et on sent que ça a d'abord modifié, j'allais dire, la pertinence de ces territoires. Quand on était, en particulier, là je vais recentrer sur le logement accompagné, en fait chaque commune ne pouvait pas avoir, sur les différents territoires, quels que soient ses besoins, ne pouvait pas avoir sa maison relais, sa résidence sociale, etc. Alors à l'échelle d'une communauté de communes, d'abord il y a eu l'obligation de mettre en place un PLH, donc la nécessité de faire une évaluation mutualisée des besoins d'un territoire, et là, à l'échelle de tous les EPCI d'un département, qui permet de se consolider et qui a permis, en tout cas nous on le voit sur un certain nombre de réponses, que ce soit les maisons relais qu'on évoquait tout à l'heure, ou que ce soit les résidences sociales dédiées aux jeunes, on s'aperçoit que ça permet de répondre mieux aux territoires. Ces territoires ont aussi pu embaucher, parce qu'une communauté de communes, un technicien souvent en charge de la question logement, et puis souvent un technicien en charge de la question insertion. Et la réforme avec la mise en place des dettes et la fusion doit permettre que ces territoires deviennent proactifs davantage avec l'échelon départemental de l'État, avec les acteurs que nous sommes. Et nous, on appelle fortement, évidemment, de nos voeux la consolidation de cette coordination sur les territoires et sur les départements, parce que c'est au cœur de ces interactions que vont pouvoir, et on voit bien la réactivité que peuvent avoir les communautés de communes en particulier, pour pouvoir se dire, mais voilà le besoin. Et donc, on passe très vite du besoin au projet, du projet à sa concrétisation. Et ça, il faut absolument que la réforme telle qu'elle a été conçue puisse l'encourager et le stimuler, et permettre qu'on puisse rapidement consolider des nouveaux partenariats qu'évoquait tout à l'heure Théopold, des modalités d'articulation, des prises en compte du public de façon globale. Et il nous semble que, en tout cas, le sens
de la réforme aurait intérêt à se concrétiser dans ce cadre-là. C'est à construire, c'est à travailler, parce que ça n'est pas encore complètement fluide. Et c'est normal après 9 mois de réforme de ces services. Mais en tout cas, nous, c'est concrètement le sens de nos échanges avec les services déconcentrés de l'État aujourd'hui sur le territoire. Et on sent bien que pour la politique du logement accompagné, et en fait, j'allais dire, je fais le lien avec les 12 propositions de l'UNAFO, elles auront à se décliner avec les acteurs des territoires, elles auront à se faire avec les collectivités locales, avec les services déconcentrés locaux et avec les acteurs de chacun de ces territoires, et en particulier les gestionnaires, les associations qui articulent ces mises en œuvre. Donc, ça nous semble un des éléments majeurs, l'articulation avec les dettes. Et elles-mêmes, on sent que les dettes, c'est le croisement de cultures différentes au sein de leur service, l'emploi, l'insertion, la cohésion sociale. Et c'est vrai que ça transparaît encore aujourd'hui, parce qu'on connaît l'origine de chacun de ceux qui sont devant nous. Mais on sent bien que cette articulation est amenée à avancer. Et je termine sur ce 4e point, qui est l'articulation emploi et logement, et en particulier logement accompagné. Et on sent bien, et y compris dans la réserve que fait Léopold à la fin, que parmi les publics qui sont dans le logement accompagné, et le logement accompagné étant pour nous quand même une pierre angulaire de la politique du logement d'abord et de la politique de la rue au logement, parce qu'un certain nombre de publics ont besoin des structures et des différents, j'allais dire, produits, en tout cas, oui, produits prévus tant par la réglementation que par la façon dont on a de les mettre en œuvre. L'essentiel des publics, et nous, on fait de toute façon le pari de l'employabilité de tous, et donc de tous les publics vers l'emploi. Et en même temps, c'est comme on fait tous le pari du logement autonome et libre pour tous. Et en même temps, on sait bien que le logement accompagné, comme un certain nombre de modalités d'accompagnement, d'insertion, ou en tout cas d'insertion économique, suppose des acteurs et des dispositifs comme on sait en mettre en œuvre et en créer. C'est un enjeu qui est territorialisé, c'est-à-dire que la tension de l'emploi et la tension du logement ne sont pas les mêmes selon les territoires où nous sommes implantés les uns et les autres. Et je pense que c'est essentiel que la réflexion de la politique nationale intègre pleinement ça, et c'est l'objet de la déconcentration des services déconcentrés de l'État. Et là, nous sommes les acteurs du dialogue et de la co-construction. Mais si on veut que la co-construction ne soit pas qu'un vain mot ou qu'un rêve, eh bien, il faut vraisemblablement qu'on soit davantage sur la co-construction de l'intervention de l'État que sur des appels à projets d'une politique publique qui est déjà définie dans un cahier des charges sur lequel nous n'avons pas grand-chose à dire. Et parfois même les services déconcentrés de l'État eux-mêmes n'ont pas beaucoup de choses à pouvoir. Ils doivent juste l'instruire et le décliner, en tout cas dans la conscience. C'est ce qui me fait faire ma dernière remarque, et je m'arrête là tout de suite, Pauline. En fait, ce qu'on constate aussi, c'est que les ressources et les moyens de ces services ne sont pas toujours suffisants. Donc je le dis parce que nous, c'est ce qu'on constate. Alors nous-mêmes, on n'a pas toujours, on a besoin d'avoir plus de moyens parfois pour le service au public et en même temps travailler l'ingénierie et la conception. Si on veut être non pas juste des opérateurs, mais des partenaires et des contributeurs à la réflexion des politiques publiques. Mais on sent bien que les services de l'État aussi sont très, très, très occupés dans la gestion de ce qui leur est demandé, tant en reporting, et on le comprend bien, national, qu'en gestion des appels à manifestation d'intérêt ou de projet, et que ça nous laisse moins de temps ensemble pour justement réfléchir à la façon la plus pertinente de mettre en œuvre nos projets, qu'ils soient sur du logement accompagné ou sur toutes les autres politiques couvertes par les dettes. Voilà. Mais je suis intéressé d'avoir les réactions des autres interlocuteurs. Merci Olivier. Un opérateur clair. Je veux bien agir brièvement et d'abord Olivier, un grand merci pour ce dernier message sur nos moyens humains. L'association des directeurs d'hôpitaux veut la suppression des ARS. Je constate que ce n'est pas le cas de l'UNAFO pour le réseau de REDS, donc tant mieux. Merci. Je pense que ça amène quelques réflexions sur la posture de l'État au niveau territorial.
Je pense que ce que vous avez dit sur la montée en compétences des EPCI, elle est très importante. Je pense que c'est une stratégie constante de l'État de venir doter en moyens et en compétences nouvelles cet échelon. Ça vaut évidemment pour le champ du logement d'abord. Et vraiment, les services de l'État, ils doivent être en posture d'accompagnement de cette montée en compétences. C'est très manifeste dans le cas des territoires accélérés. Évidemment, il y a un accompagnement au niveau départemental, régional, national. Je pense que c'est extrêmement important. Et on voit bien qu'il y a des alliances et des configurations qui sont très différentes selon les territoires parce qu'elles ne partent pas tous du même niveau, du même niveau d'expertise, de la même maturité politique aussi. Donc, vraiment, enfin, nous, en PACA, en tout cas, on a 5 territoires accélérés dans la région. On est très contents. Mais on voit bien qu'il y a vraiment besoin de construction territoriale de la réponse. Justement, peut-être un mot sur cette démarche de co-construction. Je pense qu'on a vraiment une grande faiblesse là, mais elle est collective, c'est sur le champ de la connaissance des besoins des publics, de leur parcours, de leur trajectoire dans le parc d'hébergement et de logement accompagné. On a fait cet exercice de programmation pluriannuelle au niveau régional, au niveau départemental avec vous, avec les partenaires. On voit bien qu'on pêche vraiment sur la connaissance des besoins. Les données du SI-SIAO, elles sont partielles. Il y a beaucoup de... si on s'arrête aux demandes d'orientation, aux prescriptions d'orientation dans le logement donc accompagné par les SI-SIAO, ce n'est pas assez pour évaluer les besoins. C'est une demande qui aujourd'hui est largement sous-estimée parce que il n'y a parfois pas suffisamment d'offres très clairement sur les personnes de famille. Il y a peu d'orientation, il y a peu de prescriptions parce qu'il n'y a pas assez d'offres. Donc, la demande est sous-estimée. Donc, il y a un vrai enjeu de connaissance. Et là, on n'est pas au niveau. Enfin, nous, très clairement, il y a un enjeu d'investissement lourd, il me semble, à faire sur ce domaine-là. Et puis après, il y a un autre grand enjeu, c'est l'orientation. On a des moyens d'accompagnement qui sont importants. On a une offre de logement social, de logement accompagné qui est importante. Ça dépend des territoires, bien sûr. Il y a des endroits très déficitaires, mais on a une ressource rare. Il faut qu'on l'utilise mieux. Très clairement, nous, il y a certains départements de la région où toute l'offre de logement accompagné n'est pas suffisamment bien connue des SIAO, n'est pas suffisamment mise à disposition des SIAO. C'est un peu notre faute. Quand je dis notre, je ne renvoie pas la responsabilité sur les acteurs de terrain. C'est vraiment la responsabilité de l'État des SIAO de ne pas avoir su créer les outils réglementaires et d'accompagnement des acteurs pour que ça marche. On attend beaucoup de la réforme des SIAO parce que ça doit être le cœur du réacteur et on compte vraiment sur l'ensemble des parties prenantes pour que ça fonctionne. Donc en gros, moi, mes deux maîtres mots, c'est vraiment connaissance partagée et puis meilleure orientation dans l'offre existante. Merci pour cette réaction et c'est vrai qu'à l'UNAFO et avec nos adhérents, on partage plusieurs des constats réalisés par Léopold. Peut-être Manuel en réaction des propos d'Olivier et puis de Léopold? Oui, absolument. Moi, je voulais réagir peut-être sur l'autre partie qui était les modalités de collaboration, en particulier l'appel à projet, l'appel à manifestation d'intérêt. Je comprends effectivement la multiplication qui a l'air d'être une tendance. Alors, effectivement, je vois pas tout ce qui se passe parce que, Olivier, vous aviez l'air de dire qu'il y a des appels à projets nationaux, territoriaux, dans différentes politiques publiques, et c'est vrai que tout ça peut se concentrer sur les mêmes acteurs. Alors, sur le champ que je connais bien, je voudrais apporter quelques éléments quand même. Déjà, la part
de la mise en concurrence dans le budget du secteur HI, elle est ridicule, hein. Enfin, le gré à gré reste quand même la modalité principale d'action. Généralement, quand il y a une opportunité financière, il y a un service de l'État qui sollicite les partenaires pour savoir s'il y a des projets. Et voilà, les choses se construisent quand même pas mal dans la fluidité. Alors, justement, il faut qu'on évite que les modalités d'appel à projet bloquent des choses, bloquent des calendriers où il faut sortir des projets absolument avant telle date, sinon, parce qu'en fait, on sait que les opportunités foncières, par exemple, elles sont parfois inattendues et parfois éphémères, et donc il faut qu'on puisse le saisir. Donc ça, c'est vrai que sur ce type de projet, il faut absolument qu'on puisse avoir la flexibilité nécessaire. Après, sur les différents éléments que vous aviez soulignés, alors déjà, je voudrais dire que les cahiers des charges, et ils sont quand même coécrits la plupart du temps, et nous, en tout cas, on s'attache à ça. Donc, avec vos représentants, les fédérations professionnelles avec qui on travaille très bien, UNAFO, FAPIL, Solia, bien sûr, avec aussi, souvent, dans les petits groupes de travail avec des partenaires des services, des collègues des services déconcentrés. Donc, voilà, on essaie quand même de travailler la co-construction aussi à ce niveau, y compris quand c'est des appels à projets nationaux. Et après, sur finalement, quel peut être l'intérêt de l'appel à projet? Alors, au-delà du contexte particulier quand même, qui est le plan de relance, voilà, où il y a aussi, on peut se le dire, une forme d'enjeu politique de communication, et ça me semble, dans un certain sens, aussi relativement normal, mais au-delà de ça, quel peut être l'intérêt de l'appel à projet ou de l'appel à manifestation d'intérêt? Moi, si je prends les quelques-uns que j'ai pilotés, appel à manifestation d'intérêt, territoire de mise en œuvre accélérée du logement d'abord, vous dites que ça met en concurrence les collectivités. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec ça, dans le sens où, en fait, on a eu beaucoup plus de candidatures, de projets que ce qu'on attendait, ce sur quoi on avait d'ailleurs des moyens d'accompagnement. Et finalement, grâce à cet enthousiasme, cette dynamique, on a été chercher des nouvelles ressources budgétaires, et on avait pris à l'époque beaucoup plus de projets que ce qu'on avait prévu. Hein. Je crois peut-être 23, alors qu'on avait prévu 10 ou 15, et puis on a refait une deuxième vague après. Donc la mise en concurrence, elle n'est pas non plus vraiment à ce point. Au contraire, je pense que cette modalité, elle a permis de susciter de l'intérêt politique et du portage politique de la part de collectivités qui n'auraient peut-être pas eu lieu s'il n'y avait pas eu ce cadre national, ce portage, ce label aussi, et cette proposition d'accompagnement de la part de l'État. Donc, je pense qu'il y a quand même aussi des effets positifs. Sur un autre appel à projet qu'on a mené bon, alors ça vous concerne peut-être moins, mais sur la réhabilitation des accueils de jour, modernisation des accueils de jour, finalement, cette modalité d'appel à projet national, elle permet de répartir au mieux et d'allouer au mieux l'argent en fonction des projets qui existent sur les territoires, et de ne pas appliquer des clés de répartition préfaites avec des indicateurs un peu macro, taux de pauvreté, taux d'équipement, je ne sais quoi. Enfin voilà, on est aussi dans de la finesse d'intervention qui peut être intéressante. Voilà, donc ça, je pense que... Et puis, bon, sur le temps passé, oui, c'est vrai que ça prend du temps, finalement, dans un certain calendrier. Mais bon, faire du gré à gré et monter des projets, ça prend toujours du temps. Donc, c'est pas forcément du temps qu'on n'aurait pas passé autrement. Je voulais juste réagir sur le point de Léopold sur la connaissance des publics, et qui est la grande faiblesse et le besoin d'un investissement lourd, j'ai noté. Alors, l'investissement lourd, il est lourd sur le SI-SIAO, ça c'est certain, à la fois d'un point de vue budgétaire, puisqu'il y a un réinvestissement important, réabondement important du projet pour sa remise en mouvement et pour sauver le SI-SIAO, si je puis dire. Et puis un investissement en temps passé très important aussi. Alors, on va prioriser là au-delà des questions des correctifs immédiats et de la mise en cohérence immédiate d'un certain nombre de choses dans le SI, dont les fiches personnes, etc. On va prioriser un volet sur la gestion des structures pour pouvoir avoir un vrai outil de pilotage de l'offre, de meilleure connaissance de l'offre, et de mise en adéquation simplifiée, améliorée entre l'offre et la demande. On a beaucoup de chantiers
à mener sur celui-ci, mais en tout cas, on veut accélérer sur l'offre aussi pour améliorer la mise à disposition du logement adapté, puisque c'est un enjeu que tu as très bien rappelé, Léopold. Juste, j'ai une question dans le chat qui s'adressait à vous sur un adhérent qui a un projet de résidence sociale, je suppose, qui ne peut pas être financé en PLAI puisqu'il est situé en QPV et que les différents partenaires locaux et territoriaux ne souhaitent pas s'engager. Est-ce que la DIAL, justement, l'administration centrale, pardon, via la DIAL, pourrait favoriser une dérogation? Enfin, ça renvoie justement à l'articulation entre l'administration centrale et territoriale. Oui, je vois que il y a cette notion de victime d'une cartographie administrative. Je comprends effectivement que ça puisse paraître frustrant. Après, alors il y a des règles parfois qui sont peut-être absurdes, mais généralement les règles ont une raison d'être. Et donc, évidemment, la raison d'être de cette règle, c'est l'équilibre territorial de la production de logements sociaux et la bonne répartition dans les villes, entre les villes aussi, de la production de logements sociaux. Au service d'un objectif qui est l'un des piliers de la politique de peuplement de logement social en France, qui est la mixité. Ceci étant dit, il y a effectivement des dérogations qui sont possibles, elles sont à la main du préfet. Toujours dans cette logique de territorialisation, on n'a pas forcément l'habitude d'intervenir directement pour forcer la main du préfet. Après, on peut regarder évidemment le sujet et avoir une discussion un peu plus approfondie avec l'ADET et ADDT de manière à étudier s'il y a vraiment une opportunité d'essayer de débloquer ensemble le projet. Donc, si monsieur, vous souhaitez m'envoyer un mail, on peut regarder ensemble. Merci. Olivier, rapidement, et puis après, on donnera la parole à... Je voulais dire au propos du rôle que je partage et je comprends sur l'enjeu qu'il évoquait, la connaissance des publics en particulier. Et je pense que ça concerne en particulier les compagnies. On peut dire que sur l'AHI, l'effort a été fortement mis ces dernières années au sein des SIAO ou dans la gestion de l'urgence, avec beaucoup d'acteurs de la face, avec tous les dispositifs d'urgence, la résolution des chambres d'hôtel, un certain nombre de choses qui ont été des politiques nationales fortes et qui ont mobilisé beaucoup d'énergie. Et on sent bien que le volet insertion, qui concerne assez directement l'UNAFO et les acteurs du logement accompagné, est encore au démarrage de ces chantiers, que la fluidité qui existe dans la plupart de nos établissements manque de visibilité pour les services de l'État et qu'il y a nécessité effectivement de consolider une connaissance de public que nous avons, nous, opérateurs du logement par définition, et que nous partageons souvent par d'autres biais que via le SIAO, par d'autres dossiers qu'on dépose, voilà, que ce soit sur la GLS ou que ce soit surtout dans d'autres dispositifs et entre autres, en tout cas pour les foyers de jeunes travailleurs avec la CAF, il y a une connaissance très très claire et très fine de nos publics. Donc oui, là nous sommes partenaires et je pense que pour le thème de cette table ronde, l'enjeu pour les acteurs du logement accompagné, c'est d'être en action avec les SIAO. Nous, on est en train de travailler, y compris avec Adoma et les acteurs, sur des conventions formelles avec le SIAO, sur des modalités, des flux, des reconnaissances d'accueil de public que nous avons et que nous faisons en dehors même du SIAO, alors qu'ils correspondent tout à fait à ces critères. Il faut qu'on soit proactif pour que dans les mois et années à venir, on puisse consolider et capitaliser ce volet-là. Le deuxième enjeu pour les gestionnaires comme nous, c'est que dans le logement accompagné, on a souvent fait beaucoup de logements accompagnés, c'est normal, c'est notre cœur de métier, mais que oui, l'articulation avec l'emploi va être et devient de plus en plus prégnant, et la question de l'insertion. Donc voilà, moi, c'est les deux conclusions que je mettais, c'est que dans cet échange-là, consolider le volet insertion du service public de la rue au logement va être de notre responsabilité avec les services de l'État, et puis élargir le champ à la question de l'insertion et de l'emploi est aussi de notre responsabilité et va modifier la donne, je crois, dans l'articulation des politiques publiques et donc dans l'articulation de nos propres contributions à ces politiques publiques.
Merci Olivier. Alors on va passer aux échanges avec, les participants, s'il y en a. Alors si vous souhaitez prendre la parole, je vous rappelle qu'il faut cliquer sur la petite main levée qui va nous envoyer une demande d'intervention. Pour l'instant, j'ai pas d'autres questions ni de réactions dans le chat. A priori non, en tout cas je n'en vois pas. Léopold, Manuel, est-ce que vous souhaitez, conclure en tout cas pour vous de votre côté? Déjà, on remercie l'UNAFO de cette invitation, de cette initiative. Moi, mon message, il est simple. On a besoin de vous au niveau local et au niveau national, évidemment, mais aussi au niveau local et régional. Voilà, on a des partenariats qui sont assez structurés avec les têtes de réseau associatives, hein, et je pense qu'il faut que ça dure. On a besoin de vous pour faire passer des messages évidemment auprès de vos adhérents, hein, mais pour aussi que vous nous fassiez remonter des difficultés, des points d'intention. On est en dialogue assez constant, donc je pense que c'est très très précieux. Et puis, comme l'a dit Olivier, je pense qu'il y a vraiment enfin, pour la plupart d'entre vous, vous accompagnez des populations qui ont titre de séjour dans vos résidences, donc qui sont tout à fait, qui ont tout ce qu'il faut pour être accompagnés vers l'emploi. Et les échanges que j'ai eus avec des acteurs de la région me disent que les contacts et les partenariats dans le champ de l'insertion des jeunes avec des missions locales sont plutôt bons. Enfin, en tout cas, c'est le retour que j'ai dans la région PACA. Et qu'avec les autres acteurs du service public de l'emploi, c'est peut-être un peu plus compliqué. Je pense à Pôle emploi, évidemment. Et pour le coup, voilà, je pense qu'il ne faut pas hésiter à nous interpeller sur, voilà, on aurait envie de faire telle ou telle chose, de mener tel ou tel partenariat. On est là aussi pour passer à l'échelle, hein, et mettre le pied là où c'est nécessaire, et donc enfoncer le clou, quoi. Voilà, donc on est à votre disposition pour être proactif sur ces questions-là, quoi. Voilà, merci. Manuel. Oui, en 2 mots, je vais reprendre les propos de Léopold. On a besoin de vous. On a la chance d'avoir un très bon partenariat construit depuis longtemps avec l'UNAFO, à la fois sur transformation des foyers de travailleurs migrants, sur le développement des pensions de famille, des résidences sociales, et un dialogue vraiment continu. Donc, c'est une force. Et je pense que vous tous, acteurs du logement accompagné, vous avez la force d'avoir une fédération professionnelle qui est très structurée et qui sait porter vos messages. Donc voilà, merci. Continuez effectivement à avoir ce dialogue. Nous, on s'appuie beaucoup sur ces retours. Et voilà. Merci encore pour l'invitation. Merci beaucoup à tous les trois. Je laisse une dernière chance pour des prises de parole, mais a priori, il n'y en a pas. Olivier? Oui. Moi, j'ajouterais simplement que j'espère que dans nos 12 propositions, les candidats ou finalement la mandature à venir en retiendra le plus possible. Plusieurs nous concernent très directement, y compris dans la mise en œuvre avec les services déconcentrés de l'État ou avec le national. Donc voilà, effectivement, on se félicite du lien historique de l'union UNAFO, union professionnelle, avec les services de l'État, quel que soit leur niveau. Et c'est aussi qu'aujourd'hui, on a des propositions concrètes et qu'on espère bien arriver à les faire aboutir ensemble. Merci Olivier pour cette conclusion. Je pense que tu as tout dit, en tout cas pour l'UNAFO. Vraiment, merci encore à tous les trois pour votre participation et pour nous avoir un peu éclairés sur les différents enjeux que posent les différentes réformes en cours. En tout cas, c'est vrai que pour l'UNAFO, nous, on partage la totalité des échanges qu'on a eus aujourd'hui et puis des sujets qui ont été abordés. Donc encore une fois, merci. Et puis on poursuit la collaboration et avec la DIAL et avec les différents services de l'État
au niveau des territoires. Et puis merci Olivier pour ta participation. Merci à tous, Merci. bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Donc le live est terminé. Merci Pauline. Il faut que je l'arrête, a priori. Il faut que vous quittiez la salle et c'est moi qui termine en dernière. Merci, Pauline. Merci Au à revoir. vous, bonne journée. Au revoir.